différents groupes. Je vais enregistrer. Et on va donc vous présenter les nouveautés. Donc, cette session est enregistrée et elle sera disponible sur la page de l'événement de chacun de vos groupes. Donc, si vous êtes à Nantes, vous allez sur la page du groupe de Nantes et vous pourrez consulter la vidéo. Pareil pour les autres groupes. Je te laisse passer sur la slide suivante. Oui. Oui, alors bonjour à tous qui sont présents là, sur Paris. Merci beaucoup d'être venus. Ça fait plaisir de revoir un petit peu des têtes en réel et pas juste au travers de la caméra. Et on espère vous revoir aussi sur d'autres événements. Je vous laisse lire ce texte, l'apprendre par cœur. Il y a une interrogation à la fin, il y a des lots à gagner. Il faut faire attention, ça va être des questions comme quel est le 17e mot, par exemple. Hein, donc, apprenez ça bien par cœur. On avance. Est-ce qu'on peut peut-être retirer les éléments de caméra? Donc, sur la 13 Blazer Community, vous avez vu qu'on est beaucoup de groupes. N'hésitez pas, lorsque vous voyagez, aussi à regarder, même en France ou en Europe, ou même aux États-Unis, si jamais vous avez l'occasion d'y aller, de regarder s'il n'y a pas des user groups qui ont lieu à ce moment-là. C'est des moments super sympas pour se mélanger. Et donc là, en ligne, on a à peu près tout le monde aujourd'hui, hein, en user group. On a tout le monde qui participe. Presque tout le monde. Oui, il n'y a pas Aix-en-Provence, je crois. C'est ça? Bref. Oui, et Montpellier? Si, Montpellier, il y a. On est présent. Et ben voilà. Donc, on a tous ces groupes-là. C'est une richesse qui est quand même très, très forte en France. Donc, il faut en profiter. Surtout, n'hésitez pas. Alors, ça tombe bien parce que c'est le seul slide que je vais faire. Alors, on va parler des release notes et de toutes les fonctionnalités qu'il y a dans la Summer 22. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on fasse une présentation pour vous faire une petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que Salesforce fasse des grosses annonces pour ça. Alors, donc, les moments clés que vous avez, c'est les moments qui sont ici. Vous pouvez avoir des orgs de pré-release. Même avant qu'il y ait les release notes, avant qu'il y ait quoi que ce soit, vous pouvez tester pour essayer de trouver ce qu'il y a de nouveau. Donc, il y a un lien qui change à chaque release, mais qui est fourni dans un groupe qui sera décrit un petit peu plus loin. Et il y a un jeu qui est fait chaque année, qui s'appelle le Treasure Hunt. Enfin, pas chaque année, à chaque version. Et ce jeu, c'est juste tous les gens qui vont trouver les nouvelles fonctionnalités, qui vont aller les publier et qui sont remerciés après avec des goodies ou des mises en avant par Salesforce. Et derrière, eh bien, vous avez des blogueurs qui utilisent ces éléments-là pour se préparer. Et dès que les release notes sortent, vous avez des résumés qui sont faits de ces release notes et qui sont assez géniales. Donc, Salesforce Ben, vous connaissez certainement tous le blog, ils publient plein de choses. Ils ont souvent les 10 meilleures features. Mais mon préféré à moi, c'est Automation Champion. Pourquoi? Parce qu'il fait un résumé super rapide, il met des trucs en couleur, il les classe bien, etc. En moins de 5 minutes de survol, vous savez en gros ce qu'il y a à l'intérieur de la release. Automation Champion, vous le cherchez, vous le trouvez très simplement et c'est vraiment la bonne goodies pour moi pour être sûr d'être prêt et le jour où sortent les release notes, de vous choper les pages, d'aller lire en attendant qu'on fasse ce type de présentation. Voilà. Je laisse la parole à Thierry, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Merci Jean-Michel. Donc, pour continuer avec ce que Jean-Michel disait, on a tout plein d'autres ressources qui sont cette fois-ci fournies par Salesforce qui vont vous permettre de pouvoir découvrir un petit peu tout ce qui se fait. Alors, la première, ça va être le site Salesforce/release. À partir de ce site-là, vous allez trouver différentes informations en fonction des produits. Si vous êtes plutôt sales, service, marketing, commerce ou autre, eh bien, il y a quelques éléments pour chacun des produits. Le suivant, les vidéos, eh bien, c'est le site de Salesforce qui propose des vidéos de présentation pour chacun des clouds. Donc, on va avoir des présentations au niveau sales, des présentations au niveau service, etc. Ensuite, le troisième, c'est un petit parcours Trailhead, un module même qui va vous permettre via quelques unités de découvrir ces nouvelles fonctionnalités. Sur chaque release, il y a un nouveau module qui sort.
Donc, à partir du parcours, vous pouvez retrouver les modules de toutes les précédentes releases. Ensuite, sur le 4e point, c'est la release note. Alors, la release note, c'est la doc Salesforce qui contient toutes les nouveautés, bien expliquées. Hein, c'est 600 pages maintenant en moyenne sur les release notes. Et ensuite, le dernier élément, c'est le groupe de chatter qu'on peut retrouver. Alors maintenant, c'est intégré directement sur la plateforme Trailhead. Et donc, c'est le groupe chatter Release Readiness. Et c'est à partir de ce groupe chatter où vous avez plein d'informations également sur toutes les nouveautés qui sont proposées lors des nouvelles releases. Très bien. Je te laisse passer sur la suivante. C'est moi. Alors, c'est à moi. Alors, cette slide, j'ai l'habitude de le faire chez la compagnie que je travaille. Et ça montre un peu la différence par produit, de numéro de nouveautés par rapport à la release précédente. OK? Alors, on sait au global, il a 643 nouveautés vers 587 avant. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est aussi l'investissement de Salesforce. Par exemple, on voit qu'au niveau Industries, il a quand même beaucoup plus de features là en Summer, 146. Aussi en mobile, bon, moins au Pardot, Pardot, par exemple. Et là, c'est un bon résumé. Par exemple, aussi au niveau Security Identity Privacy, avec tout lié au MFA et tout ça, qui Salesforce met, il a quand même un gros écart entre les deux. OK? Bon, je vous laisse analyser parce que pas tout le monde a les mêmes clouds et tout le monde a les mêmes produits. Mais c'est quand même intéressant d'avoir cette slide qui résume un petit peu qu'est-ce qu'on a par chaque module. OK? Alors, et là, j'enchaîne avec Sales. OK? Je vais parler de ces 6 différents topics là. Alors, d'abord, tous les slides ils sont en anglais. Alors, c'est des slides pris par le Release in the Box ou par le Release Notes en mode présentation. OK? Une chose à expliquer, c'est que j'ai mis là, à haut à droite, un peu comment vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Alors, là, par exemple, ça, c'est admin développeur. Alors, ça dit que c'est plutôt un développeur en admin qu'il faut le configurer. Ce n'est pas quelque chose qui est automatiquement disponible pour un user. Il n'a rien à faire. Ou que ce n'est pas juste un petit checkbox à faire. C'est quand même faire du changement et analyser un peu le changement. Ici, au niveau de fonctionnalité, c'est la possibilité de renommer le forecast catégorie. OK. Là, un précédent release, il y a quand même pas mal de changements au niveau forecast et de plus en plus, Salesforce donne la possibilité de changer au niveau de forecast catégorie. OK. Ça, c'est les premiers changements qu'est-ce qu'on peut faire et après, vous pouvez voir les différentes options. Le deuxième, c'est aussi de faire des filtres. OK. Encore là, au niveau de forecast data, de faire des filtres au niveau number, currency et pick list. OK. C'est aussi une nouveauté au niveau forecast. Et la troisième, c'est la possibilité de l'avoir aussi différentes forecast types au niveau mobile. OK. Et là, encore là, par exemple, c'est bon, pour activer ça, c'est juste un config à dire, OK, on voulait aussi disponibiliser ça au niveau mobile. OK. On passe au prochain. Alors, ça, c'est un peu lié au B2B. C'est lié au sales, mais aussi avec le côté B2B commerce. OK. Ça, c'est un nouveau add-on, Subscription Management, pour permettre aux clients de vendre des produits et de faire des subscriptions au nouveau produit. Aussi, là, pour qui connaît un peu comment ça fonctionne le portal et comment ça marche derrière, aussi, ils ont fait ça au niveau la API First pour être disponible et pour l'utiliser de différentes façons. OK. Je vous invite à voir, on voit que vous avez les slides, à regarder la démo aussi de comment ça fonctionne, cette nouveau add-on au niveau Subscription Management. Prochaine, j'ai fait une démo, je vais partager plutôt et je vais laisser attendre là la démo de Slack, c'est Sales Cloud for Slack et je vais laisser écouter les vidéos que j'ai pris la démo et je l'explique en français.
Alors, Sales Cloud for Slack. Alors, la principale nouveauté ici, c'est la création d'une application dédiée pour Sales Cloud avec l'intégration de Slack. C'est une application qui est disponible sur le répertoire des applications, le Slack Directory. Et ça permet de connecter Salesforce et Slack et d'avoir l'interaction entre les deux systèmes. Alors, c'est un des premiers pas sur cette intégration. Et par exemple, dans cette démo, vous allez voir comment est l'intégration entre Sales Cloud et Slack. Par exemple, ici, on a création d'une opportunité, on met différents montants sur l'opportunité. Et en fonction de cette information, après l'intégration avec Slack, on a des canaux spéciaux pour les deals et on peut voir l'information qui était affichée sur Slack. On peut bien sûr voir l'opportunité et mettre à jour des informations critiques sur l'opportunité qu'on peut voir. Ici, c'est assez limité au niveau des fils disponibles pour l'instant, mais on peut voir aussi qu'on change le statut d'opportunité et en même temps qu'on fait ça, automatiquement, ça va changer sur notre canal Deals One, que l'opportunité va être disponible sur ça. Ça, on voit la puissance de Slack avec l'automatisme et l'intégration avec Salesforce. Ici, c'est un des exemples. Après aussi, on peut voir les différentes informations qui s'apparaissent sur le canal ici de Slack, avec l'information et le changement qui se passe autour de l'opportunité. Là, l'information, c'est ça, c'est que toutes les informations sont sur le même Slack. Là, par exemple, ici, c'est le contraire, c'est la création d'un channel pour un client spécifique et pour une opportunité spécifique de mode public. Alors, tout le monde pour être au courant qu'est-ce qui se passe cette opportunité une fois qu'il y a un changement. Tout le monde est notifié sur ce changement d'opportunité. Alors, ça permet la collaboration, ça permet aussi que pas tout le monde va sur Salesforce pour voir. Aussi, notre fonctionnalité, c'est chercher des informations sur des accounts sans se connecter à Salesforce directement et même partager cette information à travers Slack. Alors, c'est clairement un grand changement ici pour avoir l'information concentrée sur Slack, partagée sur Slack, sans nécessiter de se connecter. Bon, j'espère que c'est dommage mon français, mais on arrive. OK, alors ça c'était Slack. Alors, prochaine feature, c'était la Revenue Intelligence. Alors ça encore, c'est quelque chose qu'un add-on à acheter. Et ça montre encore que Salesforce continue à faire des investissements à ce niveau-là, au niveau dashboard, au niveau de la revenu. Ici, c'est plutôt de dashboard prédéfinis qui existent, qui Salesforce met à disponibilité des customers. OK. Là, hop. Alors, un autre feature. Alors, si vous connaissez déjà l'intégration entre Vidyo et Salesforce, en plus, qu'est-ce qui fait à part de cette intégration qui existe déjà, c'est d'avoir des notifications des account managers, des actions à faire après une meeting. OK? Avec les liaisons, qu'est-ce qui se passe au niveau de la meeting. OK? Comme vous regardez, par exemple, ici, il a les insights and comments, c'est automatiquement pris de vidéo. Et après, en fonction de ça, on peut déclencher des actions pour le sales. Encore, c'est pour promouvoir la productivité et montrer la valeur de cette intégration entre vidéo et Salesforce. Okay? Encore, c'est disponible avec iVelocity Sales et Einstein Conversion Insights. Alors, en parlant d'iVelocity Sales, alors, un des choses, il y avait pas mal de changements au niveau de nom. Le premier changement, alors qu'on parle ce soir, il faut faire attention à ça, c'est le renaming de iVelocity Sales. Là, il s'appelle Sales Engagement. OK. Là, il y a ça, bon, un de nouveautés.
pour qui utilise cette module, ce n'est pas très, très, très connu. Après, bon, heureusement, là, dans ma boîte, on utilise maintenant, on le démarre, on démarre avec ça. C'est assez puissant, là, le module. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? C'est de donner de nouveaux fields disponibles au niveau des objets de tâches, task objects, au niveau de Sales Cadence. Voilà, Sales Cadence, c'est quelque chose qui est utilisé pour driver le travail de marketing, les équipes de marketing ou des sales liés au marketing pour tout le travail commercial. Et là, il donne plus d'opportunités de créer de nouveaux fields sur ça et aussi des emails automatiques au niveau de l'augmentation des limites. Okay. Un autre truc, c'est Skilling and Enablement. Alors, un autre renaming, MyTrailhead, now, il s'appelle Sales Enablement. Faites attention entre Sales Engagement et Sales Enablement. MyTrailhead, pour qui ne connaît pas MyTrailhead, c'est la version de Trailhead, mais faite pour l'entreprise. Alors là, je donne l'exemple de mon entreprise. On a MyTrailhead. Aujourd'hui, on l'utilise pour le training de tous les nouveaux gens qui vont commencer à utiliser Salesforce. Ils l'utilisent et tout le training est fait grâce à MyTrailhead avec des badges créés par nous, liés à notre business, liés à notre fonctionnalité. Et le jeune passe des badges, gagne des points, répond aux quiz, tout ça. Bon, ça, c'est MyTrailhead. Au niveau de changement lié à MyTrailhead, mais plutôt lié à In-App Guidance, OK, et c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'avoir une licence spéciale. Alors, il continue à remonter le niveau de fonctionnalité. Ici, c'est le Rich Text on Floating and Target Prompts. OK, il peut être beaucoup plus visuel et beaucoup plus intuitif pour les end-users. OK. Aussi, mettre ça en différents moments, différentes positions de l'application. Pour quelqu'un qui connaît, par exemple, WalkMe, ça commence à se rapprocher beaucoup et ça fait un vrai outil de guider les users à faire différentes actions. OK? Là, attention que ça, c'est en bêta encore. Et là, on passe au prochain. Je ne sais pas c'est qui. C'est Yorsa. C'est moi. C'est pareil. Alors, du coup, je prends la main, Hugo. Oui, prendre la main de partage, oui. C'est plus facile peut-être. Martin, tu es là? Je stop sharing? Oui. Je suis là, oui. Allez, très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des flows. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, notamment Salesforce, qui s'investit beaucoup dans tout ce qui est flow. On a pas mal de mises à jour. Je pense que cette fois-ci, je pense qu'on est sur une 25 éléments à jour. On ne va pas les présenter tous forcément. Donc, je vous ai choisi 10 que je vais essayer de vous montrer en démo. Et il y a Martin qui va vous faire une présentation spéciale Flow Slack. Et après, on passera du coup sur quelques nouveautés pour les personnes qui souhaitent avoir plus de détails. Et du coup, quand vous partagera les slides, du coup, vous aurez les liens pour aller voir plus si vous en voulez. Donc, je vais passer du coup sur une org. Si elle est là. Martin, tu veux commencer par Slack? Je vais commencer, enfin si ça marche, du coup. Oui. Mais je peux pas parce que je suis pas animateur. Oh mince. Alors, c'est le là, Martin. Make host. Attends, make co-host. Yes. Voilà, maintenant. C'est bon? Allez. Ok, Super. ça marche? Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Donc normalement, il y avait une slide, mais c'est pas grave, on va passer direct à la démo. Donc moi, je voulais insister un petit peu sur Slack. Pour ceux qui étaient sur une autre planète récemment, comme vous le savez, Salesforce a racheté Slack.
Donc, ils investissent beaucoup de leur temps sur le développement entre les interfaces entre Slack et Salesforce. Et Hugo, ce qu'il vous a montré tout à l'heure, en fait, c'était un peu le standard. C'est-à-dire, vous installez l'application Salesforce sur Slack, les utilisateurs peuvent créer leurs propres alertes, ils peuvent chercher les enregistrements, etc. Sauf que nous, côté admin, on va avoir un peu de liberté sur ça. Peut-être qu'on a envie de faire des choses que les utilisateurs ne vont pas faire eux-mêmes. Et il y a de fortes chances que ça arrive. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est une petite démo pour vous expliquer un peu ce qui a été fait. Donc, les deux fonctionnalités sont en bêta pour l'instant, donc vous allez voir que c'est un peu limité. Je vais vous montrer ce que je fais. Je vais vous montrer l'utilisation d'abord, et après vous montrer l'envers du décor. Donc là, je suis sur Salesforce et non pas Slack. OK. Quelqu'un va créer un contact. Alors, normalement, si ça marche. OK. Hop. Vous voyez mon Slack là? Oui, j'imagine que oui. OK. Donc là, je suis sur le Slack de ma société, celui qui est lié à mon org Salesforce, que vous venez de voir, donc qui s'appelle Laser Inc. Et là, j'ai un canal sur lequel Slack me dit qu'il y a un nouveau contact qui vient d'être créé dans Salesforce. Et il me propose un bouton. OK. Donc là, il me dit, il y a un contact qui a été créé. Est-ce que j'ai envie de créer une opportunité par rapport à ce contact-là? Donc ça ressemble un peu à ce que Hugo vous a montré tout à l'heure, sauf que là, ce n'est pas du standard. C'est moi, en tant qu'admin, qui ai développé cette interface-là. Développer, c'est un gros mot parce que vous allez voir comment c'est fait derrière. Donc là, l'utilisateur, hop, crée une opportunité. On va s'arrêter là pour l'instant. Je vous remontre ce qui se passe côté Salesforce. Et en fait, côté Salesforce, ce qui s'est passé, c'est qu'en tant qu'administrateur Salesforce, je veux effectivement que les gens soient notifiés sur un canal dédié quand un contact est créé. Ça peut être n'importe quel besoin. Là, en l'occurrence, c'est celui-là que j'ai pris pour l'exemple. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un ScreenFlow pour Slack. Donc ici, je vais juste vous montrer une petite checkbox qui est arrivée avec la nouvelle version. C'est ça qui va être important pour vous. Et donc, ce ScreenFlow, en fait, c'est exactement les mêmes ScreenFlow que vous faites dans Salesforce. Par exemple, si je vous montre un écran, voilà. La seule limite, qui est quand même une grosse limite pour l'instant, c'est qu'à partir du moment où on dit que le flow, on le crée pour Slack, on n'a accès qu'à ça comme input. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré une interface un peu bizarre. C'est qu'on peut mettre que des pick lists, des radio buttons et du texte. Donc, j'imagine que par la suite, ils vont rajouter les autres inputs parce que ça serait un peu surprenant. Mais voilà. Donc là, c'est juste mon ScreenFlow, d'accord? Sauf que ce qui s'est passé tout à l'heure, hop, oui, voilà, c'est juste mon ScreenFlow. Et ici, en fait, ce que j'ai fait, j'ai créé un record trigger flow sur le contact quand il est inséré en base. Et en fait, j'ai une action standard qui m'est fournie par Salesforce qui me dit, en gros, OK, tu veux déclencher ton ScreenFlow dans Slack, choisis ton workspace, choisis ton ID de canal, et le message qui va aller avec pour prévenir la personne. Donc ça, c'est la première fonctionnalité, des ScreenFlow complètement personnalisés. La deuxième fonctionnalité, je vais vous montrer d'abord ce qui se passe côté utilisateur. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais quand l'utilisateur a terminé de créer son opportunité, eh bien, j'ai un nouveau canal qui est apparu ici. Et en fait, tout simplement, c'est que moi, en tant qu'admin Salesforce, j'ai décidé automatiquement de créer un canal pour toute création d'opportunité. Un canal sur lequel j'invite tous les gens qui travaillent sur l'opportunité, en fait. Hop, je vais vous montrer ce qui se passe derrière. Donc, à l'insertion d'une opportunité, en fait, ce qui va être sympa ici, c'est que vous voyez ces actions avec cette petite icône, c'est que dans la nouvelle version, en fait, Salesforce va fournir des actions standards Slack. Si je veux en créer une, juste pour vous montrer, ici, j'ai maintenant un onglet Slack. Et ici, en fait, j'ai toute la liste des actions disponibles en standard, plus mes ScreenFlow custom. Donc, je vais juste faire la liste comme ça à l'oral, je ne sais pas. Je vais insister un petit peu sur la liste. Vous verrez plus tard pourquoi. Donc, regardez bien. Donc, je peux archiver les canaux. Alors ça, ça parle de soi. Ça, c'est mon ScreenFlow qui apparaît là, du coup. Je peux créer un canal Slack, éditer un message Slack,
avoir de l'information. Là, c'est important, donc inviter les users à un canal Slack et ensuite envoyer un message, pin or unpin. OK. Et là, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est qu'à la création d'opportunités, je crée un canal, j'invite le owner ID de l'opportunité sur le canal et j'envoie un message de bienvenue. Donc là, tout ça, ça laisse la place à tout ce que vous voulez faire dans Slack. Et surtout, ça nous montre à quel point Salesforce veut investir sur Slack et toutes les possibilités qu'il va y avoir bientôt. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais regarder la discussion juste après. Justement, je t'entends bien le temps que je me connecte. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Je regarde, je vois pas de questions. Je sens que la question va arriver. Tout ça, a priori, ça sera payant. Il y aura besoin de licences spéciales pour connecter Slack à Salesforce. Et il faudra un Slack Premium. Après, je pense. Bon, on va enfin parler des flows. J'ai eu mon orgue. Donc, on va aller voir les flows. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une présentation assez rapide et sur la base des exemples qui sont assez simples. Mais après, c'est à vous effectivement d'aller essayer du coup de l'adapter à vos use cases. Donc, je vais commencer par la première fonctionnalité qui est le Flow Trigger Explorer. Donc, ça ne date pas de la Summer 22, ça date de la dernière release. Sauf que cette fois-ci, il y a eu des améliorations. Donc, à quoi ça sert? Donc, c'est une vision un peu différente qui permet au niveau des flows d'avoir sur chaque objet et sur la base des éléments de création, de mise à jour ou de suppression, qu'est-ce qui se passe, quels sont les mécanismes, quels sont les flows, quels sont les automatismes qui sont lancés au niveau de notre org. Donc, je vais prendre l'exemple des opportunités. Et là, j'ai une vision globale sur ce qui se passe sur mon opportunité. Quels sont les flows qui sont exécutés sur mon opportunité. Donc, ça date de la dernière release. Sauf que cette fois-ci, ce qu'on a, c'est qu'ici, au niveau de chaque flow, déjà, on a la possibilité de voir si c'est actif, s'il n'est pas actif. Au niveau de chaque flow, j'ai un bouton Flow Details and Version. Et là, j'ai directement l'écran qui est à ma droite qui me permet, je vais essayer de voir si j'ai d'autres versions. Voilà. Donc, celle-ci, je vais avoir toutes les versions de mon flow. J'ai la possibilité d'ouvrir la version que je souhaite ouvrir, activer, désactiver une des versions. Et j'ai ici des informations par rapport à mon flow, c'est quoi son type, les versions, etc. Donc, j'ai cette vision globale. Une autre fonctionnalité assez sympa, c'est Edit Order. Et là, j'aurai la possibilité de bouger des ordres. C'est ce qui me permet d'orchestrer mon flow. Si par exemple, j'ai un flow qui envoie des notifications et un flow qui fait des updates et que je décide d'inverser, de faire des notifs avant les updates. Donc, j'ai ici une vision globale qui me permet après d'orchestrer et de changer l'ordre et de cliquer sur Update et l'ordre va être pris en compte. On a aussi dans cette release le bouton New Flow. Du coup, à partir de n'importe quel élément, n'importe quelle section, je peux directement lancer la création des flows. Et cette version n'est pas uniquement au niveau de flux, au niveau de la gestion des flows, mais si on va voir dans l'Object Manager et on va aller voir l'objet opportunité, ben là, on a la même vision puisqu'on a un lien flow trigger ici. Et du coup, on a les flows qui s'exécutent sur l'objet opportunité et on a un lien direct qui permet d'ouvrir la même interface. Donc, elle est un peu partout. Et du coup, ça permet d'organiser mieux le flow et avoir une vision globale sur chaque objet. Donc, voilà, vous pouvez après filtrer sur chaque événement. Donc ça, c'est ce qui concerne la première nouveauté. Alors, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais une grosse amélioration sur le Flow Explorer. Deuxième fonctionnalité, du coup, on va revenir sur les flows et on va aller voir ce qui se passe sur les trigger flows cette fois-ci. Alors,
On va créer un petit flow, vite fait, si j'ai le temps. Hop. Alors, on va créer un flow très simple sur la base d'un compte, par exemple. On va créer un trigger flow. On va se baser sur un compte. Alors, l'ordre, on va faire les deux. Et là, la nouveauté ici, c'est que du coup, avant l'année dernière, on n'avait que le 1 du OR. Après l'année dernière, on a eu le custom. Et aujourd'hui, on a une évaluation basée sur une formule. Donc, c'est très, très utile. Et du coup, on peut baser nos critères sur la base des formules. Donc, c'est l'écran de formule de Salesforce classique avec tous les éléments, les ressources, les fonctions, les filtres. On peut, par exemple, ici prendre l'exemple des comptes. Donc là, j'ai record. On va prendre un exemple très simple, industrie. Donc là, je vais filtrer, par exemple, sur les comptes qui sont sur une industrie banque, par exemple. Je crois que j'en ai l'exemple par défaut. Hop. Là, check syntaxe. Donc, s'il y a des erreurs, il va exactement comme on a l'habitude de le faire au niveau des flows. Et du coup, ça rajoute plus de flexibilité sur les flows puisqu'on peut faire beaucoup plus de choses sur la base des formules. Donc, mon flow, si j'ai fait mes critères. Et du coup, dans mon exemple, je vais faire une action d'update très simple. Si je suis sur un flow de type banking, bah, je vais le mettre en actif s'il a changé. Donc, update count. Et là, je vais forcer le champ actif. Je vais le mettre à S. Donc, exemple très, très basique, évidemment. Je vais l'enregistrer. Donc, flow summer 22. Et hop. Donc, j'ai fait tout ça pour vous montrer les formules, mais c'est aussi pour vous montrer le test. Donc, jusqu'à maintenant, on avait la possibilité de faire des bugs qui étaient pas mal avancés, puisqu'au début, on avait un debug simple, et puis aujourd'hui, on a un debug assez avancé qui nous permet d'avoir exactement les branches auxquelles on pourrait suivre sur des flows complexes. On pourrait recevoir en cas d'erreur un mail avec un lien direct sur les flows pour avoir exactement quelle est la branche qui a bugué. Et aujourd'hui, on va passer sur les tests. Alors, c'est quoi les tests? Pour les développeurs qui sont là, si je dis des bêtises, vous me dites. Donc, c'est exactement le cas des classes de test dans le cas des développements classiques. L'idée, si on fait une classe de test, c'est d'avoir une classe qui simule un peu le fonctionnement de cette classe-là. Donc, en deux parties, on a une première partie qui simule vraiment l'exécution. Si je prends l'exemple d'une opportunité qui est gagnée, donc dans ma classe de test, j'essaie de simuler la création de cette opportunité et le changement que l'opportunité est gagnée pour en gros que je teste que mon flow il est couvert et toutes mes lignes de code sont couvertes. Il y a une deuxième partie qui est l'assertion et du coup, ça me permet d'exécuter et de vérifier que mon code il est bien exécuté et que j'ai le résultat attendu. En gros, c'est ça. Fabien, si tu me dis. Et du coup, avec les flows, on peut faire la même chose. Et du coup, aujourd'hui, j'ai la possibilité, sur un exemple très, très simple, de créer ce test-là. Donc, je vais créer mon test. Hop. Et là, donc, je le crée. Est-ce que je le crée en création ou en update? Évidemment, je ne peux pas le tester si c'est du delete. Et je ne peux pas le tester si j'ai un flow qui est dans le temps. Donc, je peux faire mon test uniquement pour les mécanismes qui se déclenchent immédiatement. Donc, je vais choisir l'update, par exemple. Et la deuxième partie, je vais choisir un cas test. Donc, j'ai un compte. Donc, je vais choisir un compte pour remplir tous ces éléments-là. Donc, ça, c'est l'élément de création. Troisième étape, il va me donner les mêmes informations au cas où j'ai des modifications à faire. Et dernière étape dont je vous ai parlé, c'est l'assertion. Et dans cette assertion, moi, mon flow, c'était juste, il met un champ actif égal à yes. Donc, je vais simuler le rendu de mon flow. Donc, pour moi, c'était mettre active égal à yes. Je vais le nommer, peu importe, donc active account.
Et là, normalement, j'ai fait en 2 secondes, pas en 2 secondes, en 15 secondes à peu près, ce que fait les développeurs dans leur classe de test. C'est vraiment choisir l'élément de test, faire l'assertion, et voilà. Et là, j'ai donc ma classe de test qui est là. Alors, je ne sais pas si j'ai enregistré ou pas, mais ici, du coup, j'ai la possibilité de l'éditer ou sinon de l'exécuter sur un cas réel. Donc là, ma classe de test, elle est exécutée et du coup, je vérifie. Donc, j'ai la première partie qui est le debug, du coup, qui montre le schéma exact qui a pris mon flow, même si l'exemple est très simple. Et en plus, j'ai le résultat de l'assertion. Ah oui, oui, bien sûr. En fait, ça prend le flow entièrement, avec tous ces éléments liés. Et si, voilà, c'est comme on a l'habitude de prendre la version, tous les éléments dans un même package. Oui, oui, je fais. Du coup, il y a une question ici qui demande si on prend, si en moment de déploiement, ça se prend avec le flow. Et la réponse est oui, ça fait partie des caractéristiques du flow. Ce n'est pas un élément, effectivement, ce n'est pas la classe et la classe de test. De ce que j'ai testé, c'est le même élément. Donc, voilà pour cette fonctionnalité qui est spéciale au... Oui, du coup, je vous donne le micro parce que les gens dans les villes... Non, ils n'entendent pas, en fait, quand avec leur micro, les gens en ville. En fait, c'était pour savoir si, du coup, on a les mêmes contraintes que pour les classes et... Oh, c'est les flows, c'est beaucoup plus simple, non? Je ne sais pas. La question, c'était est-ce qu'on a besoin d'un pourcentage, genre 75% comme les classes de test? La réponse, c'est par défaut, oui, mais ça se paramètre dans le setup, genre process automation setting. On peut même le mettre à 0 si on veut. Mais je pense que ça va venir. Mais pour le moment, voilà, c'est un nouveau truc qui arrive. Ça permet de tester, de vraiment être sûr que notre flow il est conforme, il couvre tous les éléments. Et on verra comment ça avance. Du coup, rendez-vous dans la prochaine release pour vous dire que maintenant, c'est obligatoire 75%. Mais pour le moment, effectivement, on n'a pas de limite. Et voilà, c'est fortement conseillé comme des best practices des flows en façon générale. Et aujourd'hui, avec les tests, ça reste dans les best practices. Donc, voilà les nouveautés par rapport au trigger flow. Désolée, je prends un peu plus de temps que les autres. Mais du coup, il me reste les nouveautés sur les screen flow. Je vais aller vite. Je ne vais pas créer un flow jusqu'au bout. Les screen flow, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? On va rajouter un petit screen et on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors, ici, il y a un onglet qui s'appelle Field, il est nouveau. Et qu'est-ce qu'il permet de faire? Et du coup, je vais remettre une section. Donc, les sections, ça existe depuis quelques temps, mais la nouveauté, c'est que si je coche cette case, ça devient une section que je pourrais la fermer et l'ouvrir. Donc, c'est très pratique pour faire des screens un peu plus jolis. Donc, je vais faire une petite section information client, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il permet d'avoir des fils directement à partir des champs. J'ai fait je vais créer, une ressource. Alors, oui, je fais bien une variable. Je vais faire une variable account, par exemple. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est un record de type account. Hop, je vais créer une deuxième ressource pour changer et on va être sur les contacts. Record et contact. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, on a la possibilité dans des screens de faire appel directement à des champs des enregistrements. Donc, au lieu, je vais remettre mes sections du coup. Hop. Information client. Et du coup, ici,
si je choisis ma variable compte, je vais directement avoir accès à tous les champs du compte. Donc, avant, dans les anciens flows, si on était en train de créer un screen flow de type account, il fallait dire, du coup, le champ amount, c'est un champ devise, et du coup, il faut que je glisse à un champ de type devise, et c'est là où je dois demander à l'utilisateur de saisir un champ de devise. Pareil sur le champ texte, les champs number. Ici, le fait que j'ai créé une variable de type account et je l'ai choisi ici, donc si je glisse account name, ça va être directement un champ de type texte. S'il est obligatoire sur le champ, sur l'objet, il va être marqué ici comme required. Donc, je n'ai pas à un peu essayer de dupliquer la forme classique de création d'un compte sur un écran de flow en essayant de faire pareil. Aujourd'hui, je glisse et les champs sont déjà là. Donc, si je glisse active, qui est une pick list, directement, il va avoir des pick lists. Pour les gens qui ont l'habitude de faire des flows, si par exemple, on va faire un écran pour les leads et on a besoin d'avoir une pick list lead source, il fallait les requêter les champs, les créer dans un record. Et voilà, il y a une manip à faire qui n'est pas complexe, mais c'est une manip à faire. Mais aujourd'hui, s'il y a une pick list, par exemple, je ne sais pas si sur le compte, il y a un champ type, un truc comme ça, account type, qui est un champ pick list. Donc, dès que je le mets là, je n'ai aucun souci, il va être affiché avec les champs pick list du compte. Et c'est pareil, si je mets le contact, et du coup, sur les contacts, je vais avoir les champs des contacts et vice-versa. Bon, puisque j'ai pris beaucoup de temps, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Donc, voilà. Et du coup, ça permet de construire des écrans de flow qui sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus jolis et qu'on pourrait les exécuter. Un détail, je ne sais pas, pour les personnes. Donc, ici, ça a été du coup, au niveau des boutons, la dernière fois, c'était possible, mais là, hop, on a la possibilité de customiser beaucoup plus les boutons. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste la possibilité de les renommer, mais la possibilité d'utiliser des custom labels sur les noms. Donc aujourd'hui, on peut nommer nos boutons comme on souhaite. Et en plus, l'avantage d'utiliser des custom labels, c'est la traduction. Et du coup, on peut directement créer des boutons et les nommer en custom label. Et après, aller dans le workbench et les traduire, ce qui est très, très utile. Je finis les flows avec dernier élément, qui est la migration des workflows. Donc maintenant, c'est officiel, c'est fini, hein, même s'il nous reste un peu de temps, mais c'est fini. Et la migration des workflows vers des flows n'est plus en bêta, mais aujourd'hui, elle est en GA. Donc, tout le monde peut utiliser cet outil-là. Si je prends cet exemple-là et je le migre, donc ça va suivre le process classique et ça va être transformé en flow. Malheureusement, j'ai refait l'exemple sur celui-là qui est un workflow rule, mais qui utilise des objets liés. Ce n'est toujours pas le cas. On ne peut pas utiliser ces éléments-là. Il faut refaire le flux manuellement. Donc, voilà pour moi, pour ces nouveautés-là. Et voilà, je suis désolée pour le petit problème de connexion. Ça arrive à tout le monde. Et du coup, j'ai fini pour les flows. Hugo, tu peux remettre les slides, s'il te plaît? Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Désolée pour que ça soit très rapide. Le micro, il est où? Ça ne marche pas. Jean-Michel? Il y a eu quelques questions dans le chat qui ont été répondues au fur et à mesure. OK. Il y a une personne... Ah, pardon. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen de finir un flow screen sur un autre lien ou sur une page et réorienter sur un URL, par exemple? C'est-à-dire? C'est-à-dire quand on a fini un flow, oui, rediriger vers une vue donnée sur en standard, non. Ah oui. Mais il y a des super trucs sur Internet que tu peux installer et ça marche très bien. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire du code pour finir. Alors, il y a du code, mais sinon, il y a des manips à faire pour que ça puisse faire. Mais effectivement, aujourd'hui, moi, personnellement, ce que j'utilise, il y a des sites comme Inofficial Salesforce qui partagent pas mal d'éléments. Effectivement, il y a une classe Apex très connue, utilisée par tout le monde, qui fait la redirection d'un flow vers le lien direct. Mais pour le moment, dans le standard, ça n'existe toujours pas. Alors, c'est la fille... Merci pour cette présentation très complète. Est-ce que l'ordre d'exécution des flows qu'on a vu dans la première partie de la démo, est-ce qu'il peut également être déployé?
Alors, je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé, j'ai testé, mais je ne l'ai pas déployé. Donc, bonne question. Moi, je dirais oui, mais sincèrement, je ne l'ai pas testé. Donc, j'évite de vous dire des bêtises, je ne l'ai pas testé. Mais un point à tester. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont déjà testé cette fonctionnalité, puisqu'elle est récente, mais pas de chose. Le fait que changer l'ordre d'exécution dans les flows, est-ce qu'on peut le déployer? Parce qu'on déploie les flows séparément, mais ça m'étonnerait. Mais bon, on ne sait pas. Qui c'est qu'un ordinateur pour tester? Oui. Merci pour la question. J'essaierai de répondre et de tester réellement. Hugo, les slides? Mais c'est lui qui a la main, en fait. Hugo, tu es là? Bon. Peut-être qu'Hugo, il a un problème. Est-ce que tu peux partager, toi, sur Paris, ou tu veux que j'essaye de faire le partage? Si tu as le lien, partage. Ou alors Hugo, il n'aime pas les flows. Alors, je finis sur une dernière. Je peux partager, mais je vous laisse partager. J'ai deux petites fonctionnalités que. Alors, la première, je n'ai pas pu la tester parce qu'elle est en pilote et du coup, j'ai envoyé un mail à Salesforce, ils ne m'ont pas répondu. Dans les ScreenFlow aujourd'hui, on a l'habitude, par exemple, si on fait une recherche, d'avoir un premier écran des flows auquel on donne la main pour qu'on saisisse. Par exemple, je prends un exemple très basique. Et après, il faut faire Next. Et nous, entre-temps, on fait nos get pour afficher dans un deuxième écran. Donc, ce que j'ai vu dans les démos de Salesforce, c'est que cette fois-ci, en phase pilote, on peut avoir les deux dans un même écran. C'est-à-dire qu'on peut avoir une première section, et à partir des éléments de la première section, on peut lancer des requêtes de type get, update, et afficher le résultat dans le même écran, dans une deuxième section. Mais malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer puisque je ne l'ai pas testé. Et le deuxième important, c'est qu'aujourd'hui, pour faire les debugs sur les flows, avant, tout le monde pourrait le faire. Mais aujourd'hui, il faut avoir la permission set Modify All Data. Elle devient obligatoire. Donc, si vous pensez à le faire, si vous voulez faire des debugs, sinon, vous risquez d'avoir un message d'erreur. À partir de cette release-là, ça devient obligatoire. Donc, voilà pour les flows. Vous aurez les slides après. Et du coup, je vous ai mis, si Hugo décide de nous faire partager les slides, une liste d'autres fonctionnalités, notamment aujourd'hui sur les flows. On a la main pour changer directement la version de l'API. Il y a plein de petites modifications que je vous invite à regarder. Bon. Très bien. Alors, je partage un instant. Là, hop. Alors, on va tout le démo. Alors, c'est Martin. Non, c'est Martin déjà présenté. On va à quel slide? C'est Ursa? Encore? Oui. Alors, je te partage là. Hop. Là. Dis-moi si cette slide, c'est... J'ai perdu un peu le fil parce que c'était partagé avant. Attends. Hop. C'est mieux que tu cliques le partage. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux revenir juste la slide d'avant? Oui, attends. D'avant. Celle d'avant. Celle d'avant, attends. Là. Voilà. C'est ça, en fait, ce que j'ai pu trouver. Notamment ici, on peut avoir un écran de recherche. Et le résultat de recherche, qui est un peu classique, aujourd'hui dans les flows, on peut faire que du Next. Je vous ai mis dans les slides le lien direct du Help de Salesforce. C'est encore un pilote, donc je pense qu'on verra plus de détails dans les prochaines releases. Et là, le petit rappel, c'est qu'à partir de la Summer 22, il faut avoir la permission View All Data pour que vous puissiez faire les debugs sur les flows. Donc, voilà pour moi. Et merci. Et qui est le prochain? Et c'est celui-là, tu ne veux pas parler de celui-là? Si, j'en ai déjà parlé. Donc, déjà ouais. C'est la liste avec des liens directs du reste des nouveautés, des petites fonctionnalités à voir. Bien. Alors, c'est Julie. Alors, Yes, c'est à mon tour. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Oui, on t'entend très bien. Donc moi je vais vous présenter les Dynamic Related Lists. Alors j'avais prévu une démo, mais en fait vu que le temps file, je pense que je vais essayer de faire court mais efficace. Donc du coup avec la Summer 22, on a les Dynamic Related Lists, donc ça a été depuis très longtemps demandé. Donc le fait que dans des Related Lists on puisse filtrer et on puisse également trier.
Aujourd'hui, en fait, on n'a qu'une seule related list et en fait, ce serait bien de pouvoir en avoir plusieurs. Donc là, avec la Summer 22, donc en JA, on a un nouveau composant dans le builder qui arrive qui s'appelle les Dynamic Related List, qui va vous permettre en fait effectivement, je ne sais pas si c'est pour les Dynamic Related List le commentaire, mais je suis assez d'accord, qui va vous permettre en fait de définir tel objet, de pouvoir filtrer donc dans le builder directement avec les différents champs, de pouvoir définir quelle colonne vous voulez voir d'afficher. Donc vous pouvez avoir maximum 10 colonnes d'affichées. Vous pouvez choisir si vous l'affichez en liste comme ce qu'on voit à l'écran ou en mode card là, avec les que 4 premières colonnes d'affichés. Et donc, vous pouvez, donc vous pouvez renommer aussi, vous voyez, on voit Open Opportunities et Opportunities One. Donc, du coup, on peut renommer le libellé. Du coup, on peut faire pas mal de choses. Vous avez aussi la fonction qui permet de cacher dynamiquement ou pas le composant en fait, sur vos layouts. Si vous avez des composants single related list, vous pouvez les migrer directement. Vous avez un bouton comme un peu l'activation des dynamic forms. En fait, vous avez un bouton pour migrer vos single related list vers les dynamic related list. Et plus besoin d'avoir votre related list qui est mis sur votre layout pour pouvoir le mettre sur votre page. En fait, ça c'est fini. Donc c'est super en fait quand on dit ça comme ça. On se dit c'est l'avenir et tout, ça y est, j'ai fini de me faire un peu chier avec tous les composants qu'il y a en parallèle. Et en fait, presque, parce qu'en fait, c'est limité aujourd'hui. Alors, vrai ou faux, on peut en mettre que 2 par objet par page. Moi, sur ma pré-release org, j'ai réussi à en mettre 4. Donc, est-ce que c'est parce que c'est les pré-releases et du coup, on va pouvoir en mettre plus ou pas, à voir avec la Summer. Et aussi, le gros point noir en fait, qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas la fonction view all. En fait. Vous pouvez voir au maximum 30 enregistrements dans la liste, mais vous ne pouvez pas en fait, avoir le lien. Si vous en avez 30 plus, eh ben, vous en avez 30. Voilà. Donc, il n'y a pas encore le view all. Donc, en fait, du coup, c'est presque ça. Donc, du coup, à mettre aujourd'hui sur des volumétries où vous êtes sûr de ne pas en avoir plus de 30, ce qui est un peu compliqué. Donc, Salesforce, là, aujourd'hui, dans les release notes, dit si vous en avez plus de 30, mettez quand même l'ancienne related list. Bon, ça, c'est un peu nul. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui est depuis très longtemps demandé. Il y a un premier effort qui a été fait. Du coup, il faut qu'il continue et certainement dans les releases suivantes, en fait, on aura plus. Mais voilà, ça va être plutôt pas mal et normalement, c'est pas payant. Voilà. Donc, du coup, c'est avec vos licences Enterprise, avec les licences à partir d'Enterprise, tout est dispo. Oui, on peut faire un order by. Donc, on peut trier. Vous pouvez dire sur quel champ vous voulez trier, sur quel champ vous voulez filtrer. Et dans les filtres, vous pouvez mettre sur tous les champs en fait, que vous avez sur votre objet, y compris sur des champs qui ne sont pas affichés en colonne. Voilà. Et vous pouvez aussi choisir, vous affichez ou pas les actions, et vous pouvez définir quelles actions vous voulez choisir aussi, quelles actions vous voulez voir affichées sur votre liste. Et voilà pour les dynamic related list. Ça, c'est juste un mini slide pour présenter la roadmap qui a été annoncée sur Dynamic Farm. Donc, Dynamic Farm, pour rappel, c'est le fait de pouvoir drag and dropper des champs sur App Builder et non plus dans le page layout, ce qui permet de les mettre sur plusieurs onglets, de mettre des règles de visibilité dessus, comme les composants, etc. Alors que le page layout, c'est juste un gros truc monolithique. Donc, c'est beaucoup plus puissant. Sauf qu'aujourd'hui, ça marchait qu'avec les custom objects. Et ça fait genre plus d'1 an que c'était le cas et on n'avait aucune visibilité sur la roadmap. On a enfin une roadmap, donc on va partager les slides, hein, vous verrez, mais bon, voilà, grosso modo, les plus gros objets, compte, contact, opportunité, c'est en winter. Spring, ce sera lead et case en summer. Et après, d'autres trucs, voilà, pour le faire marcher sur mobile, pour multi-entity, c'est grosso modo pouvoir mettre des objets liés. Alors, je ne sais pas dans quel sens, parce qu'on a juste ce libellé. Donc, ça va être genre, j'imagine, sur une opportunité, je pourrais mettre des champs du compte, par exemple, sans avoir besoin de faire de formule, ce genre de truc. Donc, le plus important, c'est de voir que les objets standards arrivent enfin et on a enfin une roadmap, alors que depuis 1 an, on ne pouvait pas s'en servir et c'était un petit peu frustrant. Voilà, tu peux passer au slide après. Voilà. Donc, pour cette release, Salesforce nous a sorti quelques nouveautés au niveau des formules. D'habitude, c'est les admins qui présentent. On m'a puni, donc c'est un dev qui présente. C'est moche. Donc voilà. Donc Salesforce, on a pris quelques formules vraiment chouettes
Donc, Salesforce a sorti le ISO 8. Ça vous permet d'avoir la semaine dans l'année. Donc, sur pas mal de projets, on s'en sert. Donc, sachez que vous l'avez. Vous avez l'équivalent pour les jours. Vous pouvez avoir le nombre, la position du jour dans l'année. Ensuite, le Unix timestamp, qui porte très mal son nom, vous donne le nombre de secondes qui se sont passées depuis la date de création de 1970 de mémoire. Donc, ça vous permet d'avoir en secondes le temps qui s'est passé. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est le initCap, qui vous permet de mettre en majuscule la première lettre de tous les mots dans une phrase. Par contre, ne faites pas comme le dev que je suis, la feature n'est pas encore en prod, tentez pas de le livrer en prod avant le passage en prod. Je l'ai tenté aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc voilà. Et on peut passer au slide suivant. On l'attendait depuis longtemps, les custom adresses. Alors maintenant, on peut créer des nouveaux champs avec des adresses. Donc au lieu de faire un champ rue, un champ CP, un champ ville, un champ pays. Ah ouais, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc pour l'activer, premièrement, vous activez les state et country au niveau du setup et vous passez les étapes obligées. Ensuite, vous allez dans le setup au niveau de l'interface, vous l'activez, ce n'est pas natif, même après avoir fait ça. Donc, 1, 2, 3, vous pouvez créer vos champs. Après, c'est bon. Et vous pouvez décommissionner aussi tous les trucs que vous avez fait. Mais c'est en bêta, donc vous attendez la GA pour le faire. Suivant. Mais les pick lists aussi. Mais les trucs, oui, on a une org et ils ont mis plein de trucs et puis il faut faire désactiver. Attends, désactiver. Attends, là c'est bon, il n'y a plus ça. Donc, vous pouvez sélectionner et désactiver, ça passe ici, réactiver, ça passe en haut en mode bulk. Vous pouvez aussi delete et vous pouvez aussi replace quand vous devez regrouper des trucs sous une seule pick list. Donc, c'est plus la peine de le faire un par un. Yeah. Next. Je pense pas que c'est moi après. Ça, c'est qui next? C'est qui? Non, functions, non? Non, passe. Ah, ok. Voilà. Donc, retour d'un vrai dev cette fois. Donc, pour les devs, pas de grosses nouveautés côté plateforme. Côté VS Code, par contre, Salesforce a sorti pas mal de petites innovations toutes bêtes. Donc, la première, c'est que quand vous travaillez sur les Lightning Web Components, vous pouvez renommer l'intégralité de tous les composants de votre Lightning Web Component en un clic. Vous faites juste un rename du Lightning Web Component. Salesforce va renommer tous les composants à l'intérieur d'un coup. Et les devs, c'est des bourrins, donc ils n'arrêtent pas de changer le nom de leur Lightning Web Component. En tout cas, moi, je suis comme ça. Je suis content de ne plus avoir à le faire à la main. Deuxième super innovation, c'est que ça concerne l'execute anonymous notamment. Donc, déjà, vous avez l'autocomplétion qui a été mis en place par Salesforce quand vous faites du execute anonymous. Et surtout, maintenant, vous n'avez plus besoin de passer par les lignes de commande pour l'exécuter. Salesforce vous affiche en haut directement un tout petit menu. Vous cliquez sur execute. Salesforce de l'exécute. Et la grosse nouveauté, c'est l'Apex Replay Debugger. Salesforce l'a enfin intégré en natif. Donc, désormais, vous pouvez directement lancer du code Apex anonyme ou une classe de test en mode Apex Replay Debugger. Salesforce déclenche tout pour vous. La blague, je vous l'ai mis en bas, c'est que si vous n'avez pas créé de répertoire de log ou téléchargé une première log, vous allez vous prendre le message « Je ne trouve pas ta log ». Il faut bien penser à avoir créé le répertoire debug logs une première fois. Voilà. Bon, Salesforce nous a encore laissé un petit truc, mais on s'en sort plutôt pas mal. Dernière chose, Salesforce a rajouté le Manifest Builder. Donc, vous avez une nouvelle commande qui vous permet de générer votre package.xml dans VS Code et votre package contient directement l'ensemble des métadatas que vous avez dans votre projet VS Code. Voilà. Slide suivant. Alors, c'est un slide, on ne savait pas si c'était moi ou Fabrice qui le faisions, donc on en a mis deux, on en a un chacun. Ça, c'est une nouveauté dev, en fait. C'est sur les composants LWC. Donc aujourd'hui, j'ai mis un petit slide de rappel. En fait, la particularité des WC, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un shadow DOM. Donc bon, c'est un peu technique, mais pour les devs, en gros, on a chaque composant qui est sur la page. Et aujourd'hui, quand on a shadow DOM, mon composant, admettons, je vais créer un composant de paiement, par exemple.
il va être encapsulé dans ce qu'il appelle le Shadow DOM pour être sûr que ce qu'il y a autour de la page ne va pas aller casser le design ou changer la couleur du fond ou aller même essayer de récupérer des variables qui seraient, entre guillemets, sécurisées à l'intérieur. Et ça permet justement une meilleure sécurité de nos composants. Maintenant, ça peut poser des problèmes. Donc ça existe depuis le début de LWC. Ça peut poser des problèmes. Pourquoi? Parce que le fait est que si je rentre dans le shadow root et que j'ai des éléments qui sont à l'intérieur comme un bouton et que pour certaines librairies JavaScript comme Google Analytics, par exemple, j'ai besoin d'aller savoir que quelqu'un a cliqué sur le bouton. Comme c'est rangé à l'intérieur de cette espèce de muraille, on peut dire, et ben Google Analytics ne peut pas rentrer dedans pour aller savoir qu'on a cliqué et ça pose plein de problèmes, notamment sur les communautés. Donc, ce que Salesforce a fait, c'est qu'ils ont lancé une nouvelle feature qui s'appelle LightDOM, qui remplace le chauffeur qui remplace. Ça s'active annuellement, on le voit là. Dans le HTML, on doit écrire mode égale light et dans le JavaScript, on doit l'écrire également, render mode light. Ça permet de dire, bon, bah, je sais ce que je fais, je sais que les composants ils sont sécurisés par défaut, mais moi, de toute façon, c'est ma communauté, il y a que mes composants, donc il n'y a pas de risque. Et donc, manuellement, je peux dire à Salesforce, n'utilise pas le Shadow DOM, t'inquiète, je gère en termes de sécurité. Et ensuite, Google Analytics va avoir accès à tout. Il va pouvoir aller taper dans les composants, sur les boutons, etc. Donc, c'est pas que pour Google Analytics, mais pour toutes ces librairies qui devaient avoir accès à tous les éléments de la page. Ça permet d'ouvrir nos composants pour pouvoir accéder à tout ça. Mais il y a un deuxième slide qui en parle et j'étais déjà trop dit, j'ai spoilé. Merde. Okay. Je veux bien le savoir. Voilà. Donc, en fait, on voulait vous montrer l'avantage du Shadow versus le Light. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, Salesforce a sorti le LightDOM, mais ce n'est pas une super idée. D'où le pourquoi vous voyez que c'est plutôt Yoda, ça sera plutôt côté Shadow DOM. LightDOM, c'est bien, mais gardez en mémoire quand est-ce que vous en servez. Okay. Donc, le gros avantage du Shadow DOM, c'est vraiment l'encapsulation forte. Ça veut dire que si vous faites un composant qui a pour vocation d'être réutilisé, faites-le absolument en Shadow DOM, il sera protégé. Si vous avez besoin de faire des composants unitaires qui n'ont que vocation à être utilisés une seule fois, vous pouvez envisager d'utiliser LightDOM. Le gros intérêt, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, le CSS va cascader automatiquement. Ça vous permet de ne pas avoir à gérer toutes ces problématiques à chaque fois. Okay. Donc, gardez en mémoire, Shadow DOM, ça devrait rester la norme. LightDOM, c'est bien, mais il faut vraiment apprendre à s'en servir. Okay. Voilà. Slide suivant. Il arrive. Ah, ça, c'est un truc qui est génial pour les développeurs. C'est ça, c'est le Secure Apex, c'est ça? Exactement. Ah, OK. Donc, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, quand on fait de l'Apex et qu'on va faire des requêtes ou des insertions en base, des modifications d'objets, on peut en Apex dire vérifier automatiquement avec deux mots si le user a accès ou pas à l'enregistrement que je vais modifier. Donc, je vais pouvoir dire il a accès à tel compte et pas tel autre et sortir une erreur s'il n'y a pas accès. Par contre, ce qui ne fonctionne pas, c'est de vérifier si l'utilisateur a accès aux champs. Par défaut, en Apex, on a accès à tous les champs. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on peut faire appeler une méthode, mais il y en a genre pour 5 lignes, pour aller vérifier chaque champ qu'on appelle et être sûr que l'utilisateur en cours, sur ce champ, a bien les droits de lecture, écriture, suppression, etc. Et donc, si on a beaucoup de champs à modifier, c'est très pénible et c'est très verbeux, c'est assez dur à lire. Salesforce a rajouté une feature, donc en bêta, mais qui est grosso modo pour chaque opération qu'on va faire. Donc, on voit insertion d'un enregistrement, requêtage de champs, mise à jour, etc. On va pouvoir lui spécifier si on veut être en user mode, donc en mode super admin, je peux tout faire, ou en tant qu'utilisateur. Et donc, ça veut dire qu'en tant que développeur, s'il n'y a pas forcément de besoin de vérifier ça et qu'il faut 2 fois plus de temps pour vérifier les champs, soyons honnêtes, on ne le fait pas. Quand on a un truc comme ça qui prend 2 mots, ça veut dire que tout le monde va le faire quand il y aura des vrais besoins. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à chaque fois, hein, parce qu'il y a des fois où on veut mettre à jour un champ technique auquel l'utilisateur n'a pas accès, donc ça peut être intéressant d'être en mode système. Par contre, maintenant, si on a un vrai besoin de vérifier la validité des champs, je pense notamment à tout ce qui est community, par exemple, ou des fois, ça peut être, si on code mal, on peut exposer des données qui seraient sensibles à l'extérieur, surtout en tant que guest user. Avec ça, c'est génial, on met 2 mots et on est sûr que l'utilisateur aura forcément accès, ne va requêter et modifier que ce dont il a vraiment accès. Oui, tu peux aller au champ après. Ça, j'en parle très rapidement.
Grosso modo, Salesforce sort un nouveau type d'API qui sera la GraphQL API. Donc, GraphQL, c'est un type d'API qui a été inventé par Facebook. Le principe, c'est quoi? C'est de dire, admettons, bon, on pouvait déjà faire des requêtes avant sur certains champs pour des records, très bien. Par contre, pour d'autres API, par exemple, la UI API. UI API, c'est quoi? C'est je veux créer une application mobile. Je veux utiliser le layout de Salesforce en termes de champs. Par contre, je veux créer mon design moi-même à 100%. Mais je veux toujours que si un admin change un champ sur le layout, ça se reflète dans mon application custo. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle Salesforce. Il nous donne ce qu'avait dit la UI API. On lui dit, je ne sais pas pour les comptes, donne-moi la tête qu'a le layout des comptes. Et il va nous sortir tout. Donc, s'il y a une page avec 800 champs, il va nous récupérer une espèce d'objet comme ça, JSON, avec 800 champs. Mais peut-être que moi, dans mon appli mobile, j'en utilise que, je sais pas moi, la première section ou un truc comme ça. Donc, sur le mobile, où on a besoin d'économiser un peu les données, ça peut être problématique. Et on n'a pas le choix parce que l'API, elle nous retourne un seul gros fichier. Avec l'API GraphQL, on va être capable d'aller plus ou moins, on pourrait dire, requêter pour dire je veux que telle information et sélectionner vraiment ce dont on a besoin pour que la réponse qui est retournée par le serveur soit dynamique par rapport à nos besoins. Donc, c'est en bêta à tester, je n'ai pas testé encore. Ouais, tu peux aller au slide d'après. C'est pas vraiment nouveau. J'espère que vous l'avez vu avant qu'on présente ce slide. Donc maintenant, au niveau des permission sets et des permission set group, on peut mettre des dates de début et fin. Il y a aussi moyen de batcher de monter des listes pour récupérer l'ensemble des users à qui ça doit être assigné. La nouveauté, c'est que c'est maintenant en JA. Donc vous pouvez y aller. C'est bien. Aussi, une petite note au niveau des permission sets. Ce qu'on remarque au fur et à mesure des releases, c'est qu'on abandonne de plus en plus ces profils au profit des permission sets. Donc, essayez au maximum de passer toutes les fonctionnalités, toutes les activations des profils vers les permission sets parce que ça ne va faire que diminuer au niveau de ce qu'il y aura dans le profil. Et je pense qu'il y a d'autres fonctionnalités qui vous démontrent ça aussi. Suivant. Voilà, par exemple. Je sais, c'est mal, mais si comme moi, vous bypassez certaines restrictions de licence sur les communautés avec les flows, le guest user est très utile. Et au niveau des guest users, on a un profil spécifique par communauté pour le guest user. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je monte une communauté, les guest users, c'est le mode anonyme. Je ne suis pas connecté. On peut faire des flows, ce qui permet de faire des enregistrements via les communautés sans avoir de licence Salesforce. Des fois, c'est mal, mais des fois, c'est utile. Sauf que jusqu'à présent, la fonctionnalité pour activer les flows, donc pouvoir lancer les flows en tant que guest user, était sur le profil. À partir des prochaines releases, ça va tout doucement être retiré. Ils vont l'annoncer. Et à un moment, ce sera retiré. Donc, prévoyez déjà une permission spécifique pour ça. Attribuez-la au profil si vous avez des communautés en mode public, parce que quand ça va être retiré et que vous allez utiliser les flows, au niveau des flows en mode public, il n'y a plus rien qui va marcher. Donc, faites-le maintenant. Sinon, vous allez l'oublier. Eh bien, une nouveauté qui est assez sympa aussi, c'est la partie SSO que vous avez sûrement déjà utilisée sur vos orgs, qui permet de vous identifier avec votre login Windows. Eh bien, maintenant, on a la possibilité de paramétrer le SSO pour utiliser ces identifiants Microsoft ou ces identifiants Slack. Donc ça, c'est l'authentification unique qui se configure. Je te laisse passer sur la slide suivante. Donc ensuite, une autre nouveauté, c'est autour des services externes. Aujourd'hui, quand vous créez une classe Apex de services externes, elle n'était pas accessible à partir de l'Apex. Elle pouvait être utilisée dans les flows, par exemple, mais elle ne pouvait pas être utilisée dans Apex. Et bien maintenant, c'est disponible dans Apex.
Et ensuite, au niveau des objets externes, eh bien, on peut retrouver les restriction rules. C'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques releases qui permet de jouer sur la visibilité des champs et d'ouvrir alors qu'on fermait avec la partie sharing model. Eh bien, on va pouvoir jouer sur la visibilité au niveau des objets externes. Donc voilà, une des dernières nouveautés aussi disponibles. On a fini sur les quelques nouveautés qu'on vous présentait. Alors, il en existe bien d'autres, mais voilà, il fallait faire une sélection. Donc, j'espère que l'ensemble des sélections qu'on a faites vous a plu. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer sur un petit Kahoot.